Israël manque de temps pour se sauver, non pas du Hamas qui n'a pas les moyens de le vaincre militairement, mais de lui-même. Ses crimes de guerre à Gaza, frôlant le génocide selon le Centre pour les droits constitutionnels, menacent de détruire ses relations civiles, politiques, économiques et culturelles avec le reste du monde. Israël est dans une position grave. Les appels à la démission de Netanyahou se multiplient, mais celui-ci entraîne Israël dans le même piège que les États-Unis après le 11 septembre. Si Israël adopte la position belliqueuse de Netanyahou, il s'isolera du monde et paiera un prix dévastateur. Dans cette vidéo, je vais révéler les similitudes choquantes entre la trajectoire guerrière d'Israël et le 11 septembre, ainsi que la sinistre vérité sur ses objectifs à long terme à Gaza et au-delà. Je révélerai aussi s'il peut y avoir une véritable solution diplomatique établissant une paix durable au Moyen-Orient. La réponse vous surprendra. Les ressemblances entre les attentats d'Al-Qaïda du 11 septembre et ceux du Hamas sont remarquables. Dans les deux cas, le but était de pousser à la guerre et aux crimes de guerre pour attirer la condamnation mondiale. Pour Al-Qaïda, le 11 septembre a provoqué des guerres désastreuses en Afghanistan, en Irak et au-delà. Il en a résulté un carnage, des tortures, 8 000 milliards de dollars de dettes et l'effondrement du prestige et de la puissance américain. C'est un usage politique classique de la terreur. Effrayer, provoquer, avilir et finalement saper l'ennemi. Et nous voyons Israël tomber dans ce piège maintenant que son assaut sur Gaza retourne ses amis contre lui, alors que le Hamas a démontré sa capacité à commettre une attaque terroriste surprise. Le Hamas est un petit groupe de résistance sans menace de défaite militaire d'Israël, comme Al-Qaïda avec le 11 septembre. Ces attaques étaient un échec catastrophique de la sécurité intérieure américaine, mais pas une menace pouvant mener à une défaite militaire. Pour Israël non plus, qui a baissé sa garde avant le 7 octobre. La façon pour Israël d'éviter une nouvelle attaque n'est pas d'envahir et de raser Gaza, mais de renforcer ses frontières et ses services de renseignement. Partageons à nouveau les sages paroles du politologue Ian Bremmer. Détruire le Hamas rendra Israël plus sûr. Détruire la vie de 2,3 millions de Palestiniens à Gaza rendra Israël moins sûr. Protéger les civils est une question d'humanité élémentaire. C'est aussi dans l'intérêt des citoyens israéliens. Mais il y a une autre similitude profonde entre Al-Qaïda et le Hamas qui vous choquera. Il est maintenant bien documenté qu'Al-Qaïda fut une création américaine, par le financement secret de djihadistes en Afghanistan dans les années 1980. La CIA a ainsi lancé ce groupe terroriste, et une fois de plus, Israël a fait la même erreur. Dans cet article du Times of Israel, un auteur israélien frustré déclare « Pendant des années, Netanyahou a soutenu le Hamas, et maintenant ça lui explose au visage. » Cela montre à quel point Netanyahou est un dirigeant corrompu et peu éthique. Il était prêt à soutenir une organisation terroriste pour diviser l'autorité palestinienne et empêcher la Palestine d'accéder à la souveraineté. Et maintenant, lui et son cabinet disent à la population israélienne qu'il n'y a pas d'alternative à l'invasion de Gaza pour garantir la sécurité et la paix. Mais voici les faits. Premièrement, les dirigeants israéliens cherchent à couvrir leurs erreurs en envahissant Gaza. Mais il est prouvé qu'une attaque militaire est complètement contre-productive pour la sécurité à long terme d'Israël. Deuxièmement, vaincre le Hamas à Gaza n'est pas une mission simple. Le Hamas a l'avantage de la guérilla urbaine sur son propre terrain, et de nombreux soldats israéliens mourraient dans une opération terrestre majeure. Ian Bremmer argue d'ailleurs qu'il est impossible de vaincre le Hamas, vu le nombre de ses combattants, et que l'ampleur des opérations israéliennes et le coût humain seront bien pires que ceux que nous avons déjà vus. Et troisièmement, le nombre de victimes civiles depuis le début de la guerre est très élevé. Plus de 11 000 civils palestiniens, dont 2 tiers de femmes et d'enfants, auraient été tués à Gaza selon le ministère de la Santé locale. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU a fait une déclaration glaçante. Gaza devient un cimetière pour enfants. Des centaines de garçons et de filles seraient tués ou blessés chaque jour. Les opérations terrestres de l'armée israélienne et les bombardements continus frappent les civils, les hôpitaux, les camps de réfugiés, les mosquées, les églises et les installations de l'ONU. Personne n'est à l'abri. Pendant des décennies, Israël a nié aux Palestiniens leurs droits humains,
économiques et politiques fondamentaux. Son occupation de la Palestine équivaut à un apartheid aux yeux d'Amnesty International et a été qualifiée de prison à ciel ouvert par Human Rights Watch. Mais voici le plus sinistre. L'objectif réel d'Israël depuis des décennies a en fait peu à voir avec la défaite du Hamas. Écoutons ce que le célèbre expert en relations internationales, John Mearsheimer, a révélé à propos de l'assaut militaire israélien sur Gaza. La campagne à Gaza est censée avoir deux objectifs: affaiblir le Hamas et rétablir la dissuasion israélienne. Mais ce ne sont pas les véritables buts. Le dessein est lié à la vision à long terme d'Israël sur la coexistence avec des millions de Palestiniens. Cela fait partie d'un objectif stratégique plus large: la création d'une grande Israël qui contrôlerait toujours la Cisjordanie et Gaza. Les Palestiniens auraient une autonomie limitée et quelques Bantoustans déconnectés et économiquement paralysés, dont Gaza. Israël contrôlerait les frontières, les déplacements, l'espace aérien et les eaux. La clé est d'infliger une douleur massive aux Palestiniens pour qu'ils acceptent d'être un peuple vaincu, dont Israël déterminera largement l'avenir. Ce qui est incroyable dans cette citation de John Mearsheimer, c'est qu'elle expose l'aspect le plus crucial de ce conflit. Le fait qu'Israël ne veut pas voir la Palestine devenir un État souverain et fera tout pour l'en empêcher. Dans sa vengeance contre le Hamas, l'armée israélienne a pris pour cible des universités, des écoles, des mosquées, des immeubles d'habitation, des bureaux gouvernementaux, des camps de réfugiés et même des ambulances. Un haut responsable militaire israélien a expliqué: « Le Hamas a de nombreuses composantes. Nous essayons de tous les frapper car tout est lié et soutient le terrorisme contre Israël. » En gros, pour Israël, tous sont des terroristes et tout est une cible légitime. John Mearsheimer conclut: « Les personnes dans le monde suivant le conflit israélo-palestinien n'oublieront pas de sitôt le châtiment effroyable qu'Israël inflige à Gaza. La destruction est trop évidente pour être manquée. Ce qui se passe à Gaza sera vu pendant de nombreuses années comme une tache sombre sur la réputation d'Israël. Quoi qu'il arrive sur le champ de bataille, Israël ne peut gagner cette guerre à Gaza. En fait, il poursuit une stratégie qui met son avenir à long terme en danger. Mais voici le plus étonnant. Aucune de ces citations de John Mearsheimer n'est récente. Elles datent en fait de plus de 14 ans, de son article « Another War, Another Defeat », écrit en 2009 pour The American Conservative, où il déclare « L'offensive sur Gaza a réussi à punir les Palestiniens, mais pas à rendre Israël plus sûr. » On pourrait croire que cet article a été écrit en 2023. C'est un sinistre témoignage de la vision réelle d'Israël pour Gaza et les Palestiniens. Et cela démontre à quel point Israël n'a pas changé dans ses politiques brutales. L'échec de la classe politique israélienne à établir une véritable sécurité pour Israël et justice pour la Palestine doit ouvrir la porte à une approche radicalement différente. Une approche incluant une solution politique pour la Palestine, ainsi que des accords de sécurité légitimes et complets pour Israël. Selon Jeffrey Sachs de l'Université Columbia, autre éminent défenseur du raisonnement en affaires mondiales, voici à quoi ressemblerait cette solution. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'engagerait à désarmer les groupes militants dont le Hamas et le djihad islamique. Les pays qui les financent et arment, en particulier l'Iran, accepteraient de se joindre au Conseil de sécurité de l'ONU pour les priver de fonds et les démobiliser dans le cadre de l'accord de paix. L'Arabie saoudite et l'Iran établiraient des relations diplomatiques avec Israël dans le cadre de l'accord. Israël et le Conseil de sécurité reconnaîtraient un État de Palestine souverain, indépendant et sûr, avec Jérusalem-Est pour capitale, et comme membre à part entière des Nations Unies. La Palestine obtiendrait le contrôle souverain sur les lieux saints musulmans de Jérusalem-Est, dont le Haram al-Sharif. Le professeur Sachs rappelle que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France, sont tous favorables à un tel accord de paix, sans compter que tous les autres États membres de l'ONU soutiennent clairement une solution à 2 États. Il affirme aussi que l'Iran peut être de la partie si l'accord comprend une normalisation de ses relations diplomatiques et économiques avec l'UE et les États-Unis. Ces dernières années, l'Iran a effectivement montré de l'intérêt pour une diplomatie dynamique et créative. En 2015, il a négocié le plan d'action global commun avec les États-Unis et l'UE pour mettre fin à son programme d'armes nucléaires en échange de la fin des sanctions occidentales. Et plus récemment,
il s'est réconcilié avec l'Arabie Saoudite et rejoindra officiellement l'alliance des BRICS avec la Chine en janvier 2024. Je terminerai cette vidéo avec une citation parfaite de Jeffrey Sachs, dont l'article récent « La chance d'Israël de transformer le carnage en paix » a inspiré celle-ci. Dès qu'Israël embrassera un accord de paix global, il se fera des amis dans le monde entier et soulagera la planète. Si Israël avale le poison de Netanyahou disant que c'est le temps de la guerre, il s'isolera du reste du monde et paiera un prix dévastateur. L'objectif atteignable pour Israël est une paix et une sécurité durable par la diplomatie. Ses amis, à commencer par les États-Unis, doivent l'aider à choisir la diplomatie plutôt que la guerre. Les amis ne laissent pas leurs amis commettre des crimes contre l'humanité, et encore moins leur fournir des financements et des armes pour cela. Voilà. Valérie Niquet, c'est vrai qu'en fait, avec tout ce qu'on vient de dire, on a vraiment l'impression qu'en fait ce G20 c'était un G2, quoi, les deux superpuissances au monde. Du coup, question téléspectateurs, parce que ça permet de recadrer la place de la Russie dans ce match du siècle. C'est André dans les Bouches-du-Rhône qui dit les déconvenues des Russes en Ukraine sont-elles un problème pour la Chine ? Moi, je pense que oui. Et quand on parle de ce G2, c'est le format que la Chine adore. Et donc là, le retour de Xi Jinping et la mise en scène, 3 heures quand même d'entretien entre Joe Biden et Xi Jinping. Pour Xi Jinping, c'est très important de montrer que la Chine est la seule deuxième grande puissance qui compte aux côtés des États-Unis. Pourquoi ? On a beaucoup parlé des contraintes que les États-Unis mettent sur les transferts de technologie. En fait, la Chine, derrière son apparence de très grande puissance, avec Xi Jinping au centre, que tout le monde vient en quelque sorte adouber en lui disant on a besoin de vous. C'est un retour d'ailleurs, hein, c'est un discours qu'on avait beaucoup entendu. Aidez-nous sur le climat, la France dit beaucoup ça par exemple. Derrière ça, en fait, la Chine a besoin du monde. Comme le disait Pieraski, comme vous le disiez également. La Chine ne peut pas vivre sans l'accès au monde extérieur. Beaucoup moins peut-être que la Russie encore. La Russie, finalement, exporte de l'énergie, n'en exporte plus, réoriente, mais enfin, la Russie, ce n'est pas un acteur économique majeur dans le monde. La Chine a besoin d'un accès libre, aux technologies, et si elle pouvait améliorer suffisamment les relations avec les États-Unis pour de nouveau avoir accès à certaines technologies dont elle a absolument besoin, ce serait essentiel. Et donc l'Ukraine, oui, c'est important, parce que même si Xi Jinping avait pu croire avant l'Ukraine que ça y est, la Chine était devenue une très grande puissance, que l'armée chinoise était prête au combat, comme il aime souvent le dire. Il s'est aperçu que finalement c'était quand même assez compliqué d'envahir un pays comme l'Ukraine, même sans détroit de 180-200 km² de large, qui est considérable. Et par ailleurs, il a réalisé avec horreur que les États-Unis réagissaient. Ils ont mis un petit peu de temps, en fait, quelques jours, quand l'ambassade a quitté Kiev des États-Unis. Mais finalement, massivement, ils aident l'Ukraine. Et ils n'ont même pas besoin d'envoyer des soldats sur place. Donc, dans un scénario taïwanais, c'est pareil. Ils pourraient tout à fait aider Taïwan massivement, ne serait-ce que par leur capacité d'observation, d'information, de ciblage, fournir des armements, sans avoir besoin de prendre un risque avec des hommes sur le terrain. Et puis, les pays occidentaux ont démontré que, contrairement à ce que croient les autocraties, ils sont capables de réagir pour défendre même des principes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'aborder leur approvisionnement énergétique. Alors, pas le Japon qui continue à s'approvisionner en Russie pour le gaz, mais enfin l'Allemagne, par exemple, a totalement mis un terme à Nord Stream. Et donc, l'Occident européen, en tout cas, est prêt à prendre des risques considérables, y compris pour ses intérêts économiques, pour défendre des principes. Et je pense que ça a surpris un pays comme la Chine, pour qui les principes, en tout cas les valeurs communes, comme on dit chez nous, c'est quelque chose qui ne compte pas vraiment et qui peut être ajusté en fonction d'intérêts très, très étroits. Alors, une Chine sûre de sa puissance à l'extérieur, mais qui sur le front intérieur n'arrive pas à se dépêtrer du Covid. Les chiffres sont même au plus haut depuis 6 mois. La stratégie zéro Covid très restrictive du gouvernement mine l'économie, épuise la population. Ces derniers jours, chose très rare, des scènes d'émeutes ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Sujet de Julien Launay et Christophe Roquet. Image rare d'une foule en colère qui défie les autorités. Climat insurrectionnel dans cette mégalopole du sud-est de la Chine à cause des restrictions sanitaires. Depuis le mois dernier et une flambée des cas de Covid, la ville est en partie bloquée. Dans ce quartier populaire de 2 millions d'habitants, les gens sont cloîtrés chez eux.
L'exaspération, même si les règles du confinement ont été légèrement assouplies. La nouvelle orientation ne consiste pas à baisser la garde sur la prévention et le contrôle, encore moins à se tourner vers une autre stratégie, une remise à plat, mais de s'adapter aux nouvelles caractéristiques de la mutation du virus. Pas de virage à 180 degrés donc. Toujours cette politique zéro Covid. Je pense que les mesures de contrôle sont nécessaires, mais elles ne doivent pas nécessairement être aussi strictes. Bien que les mesures de contrôle soient maintenant assouplies, certaines villes ne suivront probablement pas les nouvelles réglementations à la lettre. Les collectivités locales et les comtés auront probablement encore des mesures strictes. Alors pour l'instant, je reste partagée sur l'assouplissement de cette politique. Le mois dernier, le président Xi Jinping a été reconduit pour un 3e mandat à la tête du Parti communiste. Une première depuis Mao, le fondateur du régime, et l'occasion de défendre à nouveau cette stratégie zéro Covid. Face à cette pandémie inattendue, nous nous efforçons de donner la priorité à la population et aux vies humaines, de faire adhérer à une politique inébranlable de zéro Covid, de mener une guerre collective et totale pour lutter contre cette pandémie, de protéger au maximum la sécurité et la santé de notre peuple. Nous avons atteint des résultats positifs significatifs en coordonnant la prévention et le contrôle de l'épidémie avec le développement économique et social. Au pouvoir désormais presque illimité depuis ce congrès du Parti communiste, Xi Jinping a un défi de taille. Relancer son économie, très impactée par cette stratégie zéro Covid, avec une croissance prévue à 3,2% seulement. Même les géants du e-commerce comme Alibaba souffrent. Un secteur se retrouve particulièrement à la peine, l'immobilier. C'est la crise, avec d'immenses immeubles inachevés comme celui-ci. Les plus grands promoteurs croulent sous les dettes et ne parviennent pas à finir les chantiers. Actuellement, les travaux ne sont pas finis. Regardez, il reste des outils, du mastic, des planches. Voilà l'endroit où je vis maintenant. Cet homme a payé 45 000 € pour ces 40 mètres carrés, censés être livrés il y a plus d'1 an et demi. L'un de mes voisins est électricien, donc il a réussi à faire les branchements pour qu'on ait du courant dans la chambre. Mais c'est seulement pour avoir la lumière et pour charger nos téléphones portables ou d'autres petits appareils. Cet été, des manifestations ont éclaté dans ce pays si cadenassé. Des centaines de milliers de propriétaires refusant de rembourser leurs prêts tant que leur logement ne sera pas livré. Récemment, Pékin a dévoilé un plan de sauvetage de l'immobilier, secteur crucial qui représente environ un quart de son PIB. Pieraski, question téléspectateur, c'est François en Ille-et-Vilaine. La politique zéro Covid couplée à un ralentissement économique peut-elle menacer le régime de Xi Jinping ? Alors elle ne menace pas le régime proprement dit parce que c'est un régime qui est bien tenu, on va dire ça comme ça. En revanche, ça ébranle le contrat social parce que il y a un contrat social en Chine qui est quand même basé sur à la fois l'enrichissement et l'élévation du niveau de vie et la fierté nationale, le fait que la Chine devienne grande et forte dans le monde. Et aujourd'hui, on voit bien que cette première partie, elle est ébranlée. L'immobilier, c'est symboliquement très fort parce que c'est le cœur de la création de la classe moyenne en Chine, qui est quand même la grande réussite des 20 dernières années. Il y a aujourd'hui 400-500 millions de personnes dans la classe moyenne. Il y en avait 20 millions en l'an 2000. Donc c'est une progression d'une sorte de prospérité dans la population qui est